Je n'ai pas compris votre question. Tu dis le syndrome pyramidal pur ne doit pas renvoyer automatiquement vers la capsule interne. Effectivement. Mais regardez, le point de départ. Si j'ai un syndrome pyramidal, on va voir tous les cas de figure. J'ai un syndrome pyramidal à prédominance brachio-faciale. Ça, c'est la face externe. J'ai un syndrome pyramidal hémipyramidal à prédominance crurale. Ça, c'est plutôt la partie interne, corticale. J'ai un syndrome pyramidal proportionnel. Proportionnel, ça va me renvoyer soit vers un endroit où la voie pyramidale est très condensée, et dans ce cas-là, c'est la capsule interne, ou je peux avoir une atteinte très étendue, emportant avec elle tout le cortex frontal, et je vais avoir un syndrome pyramidal proportionnel. Dans ce cas-là, il faut avoir des éléments sémiologiques pour trancher. Est-ce que c'est une atteinte de la capsule interne ou est-ce que c'est une atteinte corticale? L'élément de raisonnement, le verdict, il vient de la présence ou l'absence des éléments associés à l'atteinte motrice. Troubles sensitifs, troubles sensoriels, troubles aphasiologiques, crise épileptique. Tous ces éléments-là, ils émanent d'une lésion corticale. Donc vous dites, parce qu'en médecine, lorsqu'on est en situation où il faut choisir entre une lésion qui explique deux problèmes ou deux lésions qui expliquent le même problème, on est toujours uniciste. Ça veut dire qu'on choisit toujours l'explication la plus simple. Ça veut dire on pense que c'est une seule lésion qui va expliquer les deux choses. Et l'atteinte motrice et l'atteinte sensitive. Parce que l'étudiant rusé, il pourra me dire, monsieur, on peut avoir deux lésions, une au niveau de la capsule interne, qui va donner le syndrome pyramidal proportionnel, avec une autre lésion au niveau du cortical, qui va donner une atteinte des voies sensitives. Mais c'est contre les éléments, les règles du raisonnement en médecine, c'est qu'il faudrait être uniciste. Ça veut dire qu'il faut essayer toujours de trouver une seule lésion pour expliquer toutes les atteintes. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple un syndrome parkinsonien, on a traité la question du syndrome parkinsonien, d'accord? Et le malade présente un syndrome pyramidal proportionnel et pur. D'accord? C'est très simple de dire, le syndrome parkinsonien, il est en rapport avec les lésions du noyau gris centraux. Très bien. Et vous avez le syndrome pyramidal proportionnel et pur, c'est plutôt une atteinte de la capsule interne. Vous êtes très à l'aise dans votre raisonnement parce que la capsule interne elle est juste à proximité du noyau gris centraux. Donc une lésion à ce niveau-là, c'est très logique qu'il va emporter avec elle et les noyaux gris centraux et la capsule interne par proximité. Donc c'est logique de penser qu'il y a une seule lésion à ce niveau-là qui déborde. Donc un petit peu il va emporter la capsule interne, il va détruire les noyaux gris centraux. Donc c'est un logique qui tient, c'est un raisonnement qui tient très très bien. Parce que l'autre étudiant qui va dire, peut-être, on va avoir une première lésion au niveau du noyau gris central qui va expliquer le syndrome, avec une deuxième lésion au niveau du cortex très étendu. Ça tient pas. C'est possible en pratique. D'accord? Mais en médecine, essayez toujours d'être uniciste. Trouvez au maximum une lésion qui expliquera tous les symptômes de votre patient. Lorsque vous n'arrivez pas à faire cet exercice sur le plan anatomique et physiologique, dans ce cas-là, on dit que c'est une dissémination spatiale. Il faudrait qu'il y ait deux lésions. Par exemple, on donnera un autre exemple. On a un patient, ce même patient, il a le syndrome extrapyramidal, il a une atteinte pyramidale pure et proportionnelle, il a également une atteinte du nerf optique, une baisse de l'acuité visuelle, avec un problème de vision de couleur, une dyschromatopsie, problème de vision de couleur, et on pense que la lésion est siège au niveau du nerf optique. On vous demandera un exercice
topographique. Dites-nous la topographie lésionnelle. Le raisonnement, il est très simple. On va dire, est-ce qu'on peut avoir une lésion? Ça veut dire, est-ce que sur le plan anatomique, on peut avoir, au niveau du système nerveux central, une partie où convergent et les voies pyramidales, la voie extrapyramidale et les voies visuelles. Ça n'existe pas. Au niveau du système nerveux central, on n'a pas, en aucune partie du système nerveux central, le passage des voies visuelles à côté de la voie pyramidale et à côté du noyau central. Donc dans l'exercice, on dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins 2 lésions. Une lésion au niveau du nerf optique pour expliquer l'atteinte, la neuropathie optique, et une lésion au niveau de la capsule interne qui déborde sur le noyau central pour expliquer l'association du syndrome parkinsonien et du syndrome pyramidal. Donc maintenant, on a vu presque 50% du programme de sémiologie, on va commencer à faire des raisonnements parce que dans l'observation en neurologie, on vous a fait les observations en gastro, en endocrino. La particularité de l'observation clinique en neurologie, c'est que juste après la conclusion, on rajoute un chapitre qui s'appelle organicité et topographie. Ça veut dire, après la conclusion, on dit que est-ce que c'est un élément organique? Est-ce que les symptômes que présente le malade sont organiques ou fonctionnels? Organique, ça veut dire qu'il y a une lésion au niveau du système nerveux central ou périphérique, ou la lésion elle est fonctionnelle, ça veut dire que sur le plan anatomique, il n'y a pas de lésion, et le patient présente des symptômes. C'est ce qu'on appelle les crises fonctionnelles, ou les crises de conversion hystérique, ou les symptômes psychosomatiques. D'accord? Juste après, on dit le raisonnement topographique. Ça veut dire l'étudiant, il doit nous dire, d'après les éléments sémiologiques qu'il a, la lésion, elle siège à quel niveau? D'accord? Donc je réponds à votre question. Une lésion proportionnelle, ça doit faire rechercher une atteinte corticale ou une atteinte de la capsule interne. Le fait qu'il y a des éléments d'impureté, troubles sensitifs, troubles sensoriels, crise épileptique, syndrome de négligence, troubles aphasiologiques, ça renvoie vers le cortex, on va retenir les lésions au niveau cortical. D'accord? Faites attention, même ça va rendre les choses un petit peu difficiles, mais c'est ce qu'il faudrait retenir. Mais par la suite, sachez que au niveau de la capsule interne à ce niveau-là, vous avez juste à côté, quoi? Le thalamus. Et le thalamus, c'est le deuxième neurone de relais des voies sensitives. Ça veut dire une atteinte au niveau de la capsule interne qui déborde un petit peu en interne pourra donner des troubles sensitifs. D'accord? Juste pour garder à l'esprit que la présence d'éléments d'impureté sensorielle, sensitifs, syndrome de négligence, troubles épileptiques, ça renvoie vers le cortex, mais la présence de troubles sensitifs doit faire évoquer une atteinte du thalamus associé ou une atteinte corticale. Est-ce qu'on peut avancer? Dans le syndrome pyramidal, on a dit qu'il y a une impotence fonctionnelle. D'accord? Cette impotence fonctionnelle est par définition prédomine sur le muscle fléchisseur du membre supérieur lorsqu'on a une atteinte pyramidale et sur les muscles extenseurs au niveau du membre inférieur. D'accord? Mais là, on parle de l'atteinte spastique, dans la phase spastique. Parce que dans la phase de flasque, le membre il est molle au membre supérieur et au membre inférieur. Dans la phase spastique, on va voir que la spasticité va prédominer sur les fléchisseurs et sur les extenseurs, membres inférieurs. Ceci donnera un aspect particulier de l'atteinte pyramidale chez la patiente que vous allez reconnaître facilement, parce que le malade il va avoir un membre bloqué
en semi-flexion, parce que la spasticité est prédomine sur les fléchisseurs, donc le malade va avoir toujours ces membres comme ça, d'accord? Et sur les membres inférieurs, la spasticité va prédominer sur les extenseurs. Regardez lorsque je marche en faisant la flexion du genou. Lorsque j'ai une spasticité qui va prédominer sur les fléchisseurs des membres inférieurs, il y aura une insuffisance de flexion, d'accord, avec une hyperextension du membre. Le pied en position varus équin, et vous allez voir le patient qui va marcher comme ça. Avec ce qu'on appelle un fauchage. Regardez, je fauche. Donc c'est la présentation typique du syndrome pyramidal à sa phase spastique. Le membre est en flexion. Seulement un fauchage. Donc parce que la spasticité, il prédomine sur les fléchisseurs en membre supérieur et sur les extenseurs membre inférieur. Fléchisseur, membre supérieur, extenseur, membre inférieur. Mais là, on parle de la phase spastique. Dans la phase flasque, le membre il est hypotone. On n'a pas encore la spasticité. Il faut attendre quelques semaines pour faire apparaître la spasticité. Donc, le deuxième élément qu'on va objectiver à l'examen clinique, c'est les troubles du tonus. On a dit, à la phase flasque, vous avez une hypotonie. D'accord. À la phase spastique, vous avez ce qu'on appelle une hypertonie pyramidale ou spastique. Tout à l'heure, l'autre fois dans le cours, on avait parlé de l'hypertonie plastique. D'accord. Vous vous rappelez de l'hypertonie plastique? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'hypertonie plastique? Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'hypertonie plastique? Vous, madame, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous? Oui. Comment on avait défini l'hypertonie plastique? Plastique dans le syndrome parkinsonien. On avait dit quoi? Ah. Vous avez une résistance à la mobilisation, mais ça c'est l'hypertonie. L'hypertonie, c'est une augmentation du tonus de base. Ça veut dire lorsque vous faites la mobilisation passive, la flexion passive du membre supérieur, vous allez trouver une résistance à la flexion. Ça, hypertonie. Mais on avait qualifié l'hypertonie plastique qui est inhomogène, qui cède par à coup. C'est des imbéciles. C'est pas possible. On a pris beaucoup de temps l'autre fois pour expliquer. On ne vient pas ici pour faire du théâtre. On a pris l'autre fois beaucoup de temps. On a même ramené un étudiant. Et personne ne dit une hypertonie qui est inhomogène, qui cède par à coup. Parce que vous écrivez, au lieu d'essayer de capter les messages clés, vous écrivez. Or, on fait beaucoup d'efforts, on essaye de faire des cours prolongés de sémiologie, en insistant sur les éléments clés qui doivent rester. Si vous oubliez la description de l'hypertonie plastique, à quoi que ça sert mon cours? Je reprends. L'hypertonie, c'est une exagération du tonus de base. Et le patient, lorsque vous allez faire une mobilisation passive de l'articulation du coude, vous allez trouver une résistance à la flexion. D'accord? On trouvera une résistance à la flexion. Cette résistance, elle est soit homogène, regardez, elle est homogène, qui prédomine sur toute l'amplitude du mouvement. Donc sur les 90 degrés, je trouve une résistance. Ça définit l'hypertonie spastique. D'accord? À l'opposé de l'hypertonie plastique, il est inhomogène et qui va céder par un on fait quoi? D'accord? Donc
l'hypertonie spastique et l'hypertonie plastique. Mais dans tous les cas, chez votre patient, vous allez trouver une résistance à la mobilisation passive du membre. Mais en fonction de cette hypertonie, comment vous trouvez cette hypertonie? D'accord? Vous allez dire, est-ce que ça correspond à l'hypertonie plastique et vous allez évoquer le syndrome parkinsonien, ou s'agit-il d'une hypertonie spastique en rapport avec le syndrome pyramidal? D'accord? Toujours dans l'hypertonie spastique, sachez qu'il peut être absente à la mobilisation passive à faible fréquence. En faisant comme ça, on peut trouver qu'il n'y a pas vraiment d'hypertonie. Mais lorsque vous faites une mobilisation à haute fréquence, rapide, ça peut faire apparaître l'hypertonie spastique. À l'opposé de l'hypertonie plastique, que ce soit à faible fréquence ou à haute fréquence, la mobilisation, elle est toujours présente, elle est inhomogène, et va céder par à coup. D'accord? Donc votre examen clinique, en phase de spastique, va trouver ce qu'on appelle l'hypertonie pyramidale. On a dit que cette hypertonie va prédominer sur les fléchisseurs, membres supérieurs, sur les extenseurs, membres inférieurs, va donner ce qu'on appelle la marche en fauchage, avec une jambe en extension, un pied en varus équin, avec une démarche en fauchant. D'accord? Ce qu'on appelle la marche spastique. On dit que le pied, il racle le sol avec sa pointe et son bord externe. Donc, vous pouvez voir de loin et reconnaître facilement une marche spastique parce que le patient, il est comme ça, membre, il prédomine sur le fléchisseur. Sur les extenseurs, le membre, il est en varus équin. Le malade, il vient racler le membre sur, il marche sur le bord externe. D'accord? Vous entendez et vous voyez que le malade, il racle son membre inférieur, son pied, avec son bord externe. D'accord? Il y a une insuffisance de flexion. Donc, vous voyez que le membre, il est raide. En voyant ça, vous dites que le patient, il a un syndrome hémipyramidal spastique.